Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les comportements alimentaires. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'hyperphagie et à son traitement ou aux hyperphagies et à leur traitement. Dans un premier temps, je décrirai avec vous les critères de l'hyperphagie pour que vous puissiez savoir si oui ou non vous êtes des mangeurs hyperphages. Et dans un second temps, je distinguerai deux types d'hyperphagie avec leurs traitements respectifs. Et cette deuxième partie sera bien entendu la plus importante et probablement celle qui suscitera de votre part le plus grand nombre de discussions, voire d'objections. Donc pour commencer, voyons donc si vous êtes oui ou non des mangeurs hyperphages. Pour porter le diagnostic d'une hyperphagie, le comportement alimentaire doit répondre à la présence de 5 conditions. Première condition, l'épisode hyperphagique se caractérise par la présence des deux éléments suivants. Premier élément, la consommation de nourriture doit s'effectuer dans un intervalle de temps réduit et être supérieure à ce que la plupart des gens pourraient manger dans le même temps et dans les mêmes circonstances. Deuxième élément, la prise alimentaire se déroule avec un sentiment de perte de contrôle qui peut porter aussi bien sur la quantité que sur la qualité de la nourriture. Deuxième condition, la prise alimentaire doit présenter au moins 3 des caractéristiques suivantes. Elle s'effectue beaucoup plus rapidement que la normale, elle peut entraîner des sensations physiques douloureuses, elle s'effectue en l'absence de sensation de faim, elle s'accompagne généralement d'un sentiment de honte qui oblige le mangeur à s'isoler, et au terme de la crise, le mangeur ressent un sentiment de dégoût, de culpabilité ou de désespoir. Troisième condition, les crises sont la source d'un état de détresse prononcé. Quatrième condition, les crises surviennent au moins une fois par semaine depuis au moins 3 mois. Et dernière condition, le comportement ne présente pas de stratégie d'annulation des crises telles que des vomissements, la prise de laxatifs ou le sport à outrance. Dans ce cas-là, on parlerait de boulimie plutôt que d'hyperphagie. Donc, si vous réunissez à quelques détails près l'ensemble de ces 5 conditions, vous pouvez considérer que vous souffrez d'hyperphagie. Partant de là, 2 questions importantes se posent. La première est de savoir de quel type d'hyperphagie vous souffrez. La deuxième est de savoir quel sera pour vous le traitement le plus approprié. Et pour répondre à ces 2 questions, nous allons tenter de déterminer si vous souffrez d'une recherche d'anesthésie émotionnelle ou d'un trouble du réconfort. Je vais commencer par vous décrire la crise hyperphagique liée à l'anesthésie émotionnelle. Alors il s'agit de la forme la plus grave, mais certainement aussi la plus rare, bien que souvent fréquente dans les consultations de psychiatrie. L'intention de la crise consiste à anesthésier le plus rapidement possible une douleur psychique jugée intolérable ou de la remplacer par une douleur physique qui sera jugée plus supportable. C'est là qu'on entendra les patients dire qu'ils cherchent à éteindre leur cerveau, qu'ils recherchent un marteau pour s'assommer. On voit que tout ça n'a rien à voir avec le plaisir, il s'agit plutôt de faire disparaître une douleur psychique. La crise permet d'atteindre l'objectif, parfois sans aucune culpabilité. On parle d'un comportement égocentrique. Vous verrez, c'est très chic dans un dîner si vous réussissez à le caser. Pourquoi sans culpabilité? Tout simplement parce que le patient vous dira que s'il n'avait pas commis sa crise, il se serait peut-être jeté par la fenêtre et qu'à tout prendre, il allait peut-être mieux faire une crise. Si jamais la personne est empêchée de manger, elle peut remplacer ce comportement par un autre comportement qui assurera exactement la même fonction tout aussi rapidement et tout aussi efficacement. C'est là qu'on aura parfois des comportements d'alcoolisation, la prise de substances toxiques, d'anxiolytiques à dose massive, des comportements automutilatoires comme des scarifications, grattage au sang, se taper la tête dans les murs, manger jusqu'à ressentir des douleurs extrêmes.
Derrière ces crises, on trouve généralement des causes psycho-émotionnelles graves avec bien souvent des parcours de vie difficiles. On pourra souvent faire des diagnostics d'abus sexuels, de maltraitance, des schémas dysfonctionnels précoces, d'abandon, rejet, carence affective, des troubles de la personnalité borderline. Les aliments de la crise sont de préférence des aliments à apprécier, mais pas obligatoirement, car encore une fois, le plaisir n'est absolument pas le but recherché. Les gens peuvent tout à fait consommer des aliments en conserve qui n'auront pas été cuisinés, des aliments surgelés qui n'auront pas été décongelés, des aliments qu'ils auront été recherchés dans une poubelle. Le but est simplement de se remplir. Le travail sur le comportement alimentaire n'a absolument aucune utilité dans ce type de crise. Il peut même tout à fait discréditer le soignant aux yeux du patient, qui vous expliquera qu'il est totalement expert en nutrition, il a lu tous les livres, il peut même en écrire, et quant à ses sensations alimentaires, s'il pouvait respecter la faim et le rassasiement, il ne serait pas assis ici, en face de nous, à nous expliquer son problème. L'anesthésie émotionnelle constitue la meilleure indication des psychothérapies. Elles doivent être réalisées par des professionnels expérimentés qui vont travailler sur la racine de toutes ces émotions jusqu'à obtenir, dira-t-on, une forme de cicatrisation des émotions. Il faut retenir qu'en cas d'anesthésie émotionnelle, il y a toujours un trouble du réconfort associé. Je vais maintenant vous décrire l'hyperphagie liée au trouble du réconfort sévère. Il s'agit des crises les plus fréquentes, mais souvent aussi les moins graves. À la différence de l'anesthésie émotionnelle, dans ces crises, l'intention est de manger pour ressentir du plaisir, dans le but soit d'atténuer une émotion désagréable, soit de renforcer une émotion agréable. La crise ne permet aucunement d'atteindre ces objectifs, elle va simplement renforcer les sentiments de culpabilité et d'incompétence du mangeur. On parlera de comportement égo-dystonique, ce qui est toujours aussi chic dans un dîner. Il n'y a aucun comportement alternatif possible, car le mangeur va neutraliser une fonction physiologique de la nourriture en s'empêchant de consommer sereinement les aliments qui sont normalement chargés d'assurer la régulation de ses émotions. La crise est provoquée par la restriction cognitive, c'est-à-dire par l'intention de contrôler son comportement alimentaire dans le but de maigrir ou de ne pas grossir. Les aliments de la crise sont ceux sur lesquels porte le contrôle et qui permettent aussi normalement d'assurer la régulation des émotions. Il s'agit des aliments réconfortants, qui se doivent d'être des aliments à la fois riches et appréciés par le mangeur. La disparition des crises repose sur le traitement de la restriction cognitive et sur l'acceptation inconditionnelle des envies de manger émotionnelles, ce qui mériterait de faire 2 vidéos supplémentaires. S'interroger au moment de la crise sur la nature des émotions ou sur leur cause ne produit généralement aucun effet sur le trouble du réconfort sévère. Les psychothérapies classiques peuvent souvent procurer un mieux-être, mais bien souvent sans permettre une disparition durable des crises. Elles ont néanmoins des effets positifs dans 2 situations particulières, quand elles sont centrées sur la peur de grossir, du rejet, de l'abandon, ou quand elles sont centrées sur les schémas d'exigence et de perfection du patient. Voilà donc la différence entre le trouble du réconfort sévère et l'anesthésie émotionnelle. À mon sens, il est tout à fait important de pouvoir établir cette distinction, tant pour le soignant qui pourra porter de meilleures indications thérapeutiques, que pour le patient qui pourra mieux réagir selon qu'il sera confronté à l'une ou à l'autre des 2 situations. Je vous remercie pour toute votre attention. Je serai évidemment ravi de lire vos réactions et vos commentaires. Je me ferai une joie de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Sur ce, je vous quitte et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux sujets et de nouvelles vidéos. N'hésitez d'ailleurs pas à me faire des suggestions de sujets qui pourraient vous intéresser. À très bientôt.